Bonjour. Ah, je vois qu'à Lille, Bonjour. effectivement, vous avez une belle table ronde. Chez Ypon, c'est différent. C'est plutôt des rectangles. Donc, carré, ouais, c'est vrai, vous êtes plutôt carré. Donc, merci d'être encore parmi nous. Donc, on va attaquer la table ronde. Alors, on teste la table ronde en mode duplex. Donc, c'est un petit peu compliqué parce que ouais, ça fait un peu un triangle. Ça va être autour de l'entreprise plateforme. Donc un sujet qui a été proposé par Jean-Rémy. Et donc l'idée, c'était effectivement, puisqu'on avait des architectes d'entreprise avec nous, c'était de dire, on va parler d'entreprise plateforme. Alors, je ne vous cache pas que ça résonne un petit peu chez moi et avec mes amis, parce que j'ai des amis à Lille, et donc on a plein de choses à vous dire. Mais avec Dorine et Jean-François qui remplace Vincent, parce que Vincent voilà, avait une extinction de voix, donc il a décidé de faire appel à un ami. Donc je vais commencer par une question un peu générique qui va permettre de vous présenter. Quand on parle d'entreprise plateforme, euh, comment ça résonne au sein de votre organisation, euh, au sein de votre entreprise? Est-ce que ça, est-ce que ça fait partie de vos réflexions? Alors, il y a une définition qui a été portée par Jean-Rémy. Effectivement, l'entreprise plateforme, c'est de venir faire une intermédiation entre vos clients ou les personnes auxquelles vous vous adressez, vos usagers ou effectivement les demandeurs d'emploi ou les habitants chez Leroy Merlin. Euh, comment on se positionne, puisque c'est une extension de notre métier. Et puis, bon, quand on parle de plateforme, on pense tout de suite à ces nouvelles entreprises Airbnb, Uber, qui sont arrivées, qui ont un peu cassé le marché. Est-ce que vous avez des concurrents, effectivement, qui ont fait ça? Est-ce que vous avez décidé d'adresser cet aspect euh, d'entreprise plateforme ou d'organisation plateforme pour vous deux? Alors, on va faire une petite partie de ping-pong entre Lille et Bordeaux. Donc, je ne sais pas, côté de Bordeaux, si Dorine, tu veux commencer. Donc, je tends le micro. Donc pour un petit peu de contexte quand même, parce que Bordeaux Métropole, c'est un petit peu un cas à part, et je pense que Pôle Emploi, ça sera aussi un petit peu pareil dans ce que tu décris. On est très loin du modèle Airbnb. Même on combat le modèle Airbnb par certaines actions et certains services qu'on veut mettre en place. Donc là, les plateformes, nous, on les a pensées un petit peu différemment. Donc si on revient un petit peu en arrière, la mutualisation à Bordeaux Métropole, donc le fait de devenir Bordeaux Métropole, ça date de 2016 avec la loi de modernisation de l'action publique. Et du coup, nous, la DGNSI, on est service commun pour 18 communes sur les 28 de la métropole. Donc, c'est-à-dire qu'on est issu de la fusion, de la mutualisation du numérique de ces 18 communes. Ça veut dire des tailles de DSI très différentes entre Bordeaux, l'ancienne Cube et des petites communes, des moyennes communes, etc. Donc forcément, quand on a fait ça et qu'il a fallu construire ce nouveau SI, ce nouveau SI commun, forcément, on est allé vers cette notion de plateforme. Mais du coup, pas directement, dans un premier temps, au service de nos usagers, des citoyens de la métropole, mais plutôt au service de nos communes. Donc ça est passé par les différentes strates, on va dire, du système d'information. La base, ça a été investir sur des data centers, investir sur... on est très attaché au on-premise, pour des questions notamment de souveraineté sur nos applications métiers. Sur le fait qu'on on a aussi des services urbains via les DSP. Donc ça, c'est un point important pour nous. Donc la prod, l'industrialisation de notre cloud privé, qui peut être aussi hybride, la partie data et la partie plateforme de service. Donc tout ça, ça s'est conçu au fur et à mesure et ça a eu des impacts sur notre organisation, puisque là, on a fait une petite adaptation d'organisation et on a carrément une direction qui est dédiée au commun numérique, donc à la gestion, à l'animation et un peu de la prospective autour de ces plateformes-là. On va passer, parce que j'ai dit qu'on allait passer un petit peu, on va voir si le micro fonctionne bien sur l'île. Donc François, Long ou Sylvain,
Comment résonne entreprise plateforme chez vous? Enfin, chez nous. C'est la première fois que j'entends parler d'entreprise plateforme, Laurent. Je me doute bien, C'est une Sylvain. nouveauté pour moi. Non, plus sérieusement, oui. Donc moi, Sylvain, je suis chez Leroy Merlin, entreprise retail sur la partie brico, habitat, durable, etc. Et l'entreprise plateforme, c'est déjà une réalité depuis quelques temps chez nous. Et c'est plutôt imaginer comment ce qui m'intéresse, c'est d'imaginer comment elle a percuté nos métiers traditionnels. Ouais. On vous a perdu, je ne sais pas si vous nous entendez. Allô Houston, on a un problème. Ça y est, c'est revenu? Ouais, c'est revenu, ouais, ça y est. Une petite coupure réseau. C'est dommage, pour une fois que je disais un truc intelligent. Ouais, tu peux essayer de répéter. C'est le complexe du poisson rouge. Non, je disais plus sérieusement, oui. Nous, on l'a vécu, la transformation forcée par la transformation du modèle. Hein. On est retailer de base, on achetait des produits, on les vend, à des marchands qui étaient capables de vendre des millions de références quand nous, on en vendait quelques centaines de milliers, en suant sang et eau pour les référencer. Donc, c'est comment déporter cette charge de travail, finalement, pour avoir notre offre, pour la vendre, etc., chez des partenaires, les vendeurs, la marketplace, qu'on a mis en place il y a quelques années chez nous. Finalement, d'abord, en se disant, on va adapter nos process et nos modèles pour l'ouvrir à l'extérieur. Finalement, je suis mon propre vendeur, j'autorise sur mon site à vendre des produits de quelqu'un d'autre, à des réflexions qui sont beaucoup plus larges aujourd'hui. C'est plutôt comment j'imagine une plateforme, comment je transforme mon métier pour plus être retailer, mais pour être plateforme de service, quel qu'il soit. Et je fais rentrer mon modèle historique dans cette vision plateforme. Et quelque part, comment je pense tout mon business model autour de mettre en connexion des sellers, des providers, des fournisseurs avec des habitants. Moi-même étant mon propre provider finalement de produits ou de services. Et mon corps modèle, mon corps business étant vendre des produits et faire du retail, mais étant devenir une plateforme qui interconnecte et qui propose des services à nos habitants. Étant moi-même, le beurre et l'argent du beurre, c'est bien, étant moi-même fournisseur de services de ma propre entreprise plateforme. Tu veux reprendre la main, Laurent? Ouais. Je vais côté Pôle emploi, alors. Est-ce que ça résonne chez vous, ce terme, organisation plateforme? Oui, alors ça commence à résonner. Donc on a un système d'information qui est quand même assez large et depuis pas mal de temps, voilà, on a mis à disposition des API à l'extérieur pour tout un tas de partenaires. Par contre, aujourd'hui, avec la nouvelle loi travail qui va être promulguée cet été, normalement, peut-être, on va devoir se transformer du coup en France Travail. Et notre système d'information en fait, va devenir une plateforme de manière à pouvoir coordonner en fait, l'action de tout un tas de partenaires, qui sont aujourd'hui des partenaires pour nous et qui vont devenir demain partie intégrante de France Travail, justement pour œuvrer pour le plein emploi et l'insertion en fait, des travailleurs. Et donc aujourd'hui, on est en train de réaliser justement cette mutation, de se transformer sur les soubassements en fait, de notre SI de Pôle emploi vers un SI plateforme avec voilà, toutes les particularités que ça peut avoir, qui est que notamment on pourra rentrer en concurrence aussi avec d'autres organismes ou d'autres partenaires. Donc il va falloir aussi attirer, on va dire, le chaland. Et cette plateforme, en fait, elle va aussi être destinée à héberger des services que d'autres auront fabriqués. Voilà. Et donc c'est toute cette réflexion, toute cette transformation aujourd'hui qui est en train d'être réalisée chez Pôle emploi, voilà, pour France Travail. Ok, donc une petite question, justement, on parlait de transformation, donc qui parle transformation parle impact, donc quelles sont les grandes fonctions de votre entreprise ou de votre organisation, quelles sont les applications, les assets IT qui vont être, vous avez identifiés comme
les éléments qui vont être le plus impactés par cette transformation. Donc, je ne sais pas sur l'île. Ouais, je prends la. Merci, Long. Ah, Allô? Ah, Ouais, c'est bon. ouais. Du coup, en fait, je repose juste en fait la définition en fait, de l'entreprise plateforme. Moi, je le vois en fait de deux façons. Déjà, en fait, en étant retailer, on met en relation entre les clients et puis des fournisseurs à travers une offre produits et de services. On est déjà en fait une entreprise plateforme de base. Après, nous, en fait, on a cherché en fait à accélérer dans les dernières années, dont le premier intention était de faire collaborer en fait l'ensemble des BU pour enrichir en fait des chaînes de valeur existantes. Le fait que Leroy Merlin vend en fait du service, Cabane est une entreprise en fait de l'AFM. Du coup, en fait, sur une partie de la chaîne de valeur, on leur délègue en fait l'activité en faisant en fait exécuter des chantiers de isolation en fait des combles, d'isolation par extérieur par la pose en fait des pôles à bois. Donc la première définition que je retiens en fait ici, c'est la capacité d'une entreprise de, sur une chaîne de valeur donnée, d'externaliser, de faire intégrer en fait des partenaires externes, internes ou externes, pour enrichir en fait cette chaîne de valeur existante. Et après, en fait, donc celui-là, en fait, il occupe encore plus de 90% en fait de notre chiffre d'affaires. On est quand même sur un modèle de retailer encore assez classique. Après, on arrive sur des modèles beaucoup plus orientés Airbnb, la marketplace, des services dans lesquels on met en relation justement en fait des artisans et donc du coup en fait des clients et sur lequel en fait l'exigence n'est pas la même. Il y a bien entendu les délais, bien entendu en fait la qualité, mais en fait au final, ce qu'on appelle chez nous en fait, c'est la symétrie des attentions. Les attentions que vous portez en fait au client d'un côté, il faut qu'on le retrouve de l'autre côté. Et donc du coup les artisans, s'ils ne viennent pas chez nous, ils viendront travailler en fait chez les autres. Du coup, ça donne aussi en fait d'autres exigences en termes de conception logicielle, donc du coup en fait en termes d'interaction avec l'écosystème. Et du coup, en fait, pour répondre à ta question, Laurent, j'ai envie de dire tous les systèmes en fait sont au final en fait impactés. Et nous-mêmes en fait chez Leroy Merlin, j'espère que tu es au courant, on est tout a été conçu en mode as a service, supply chain as a service, finance as a service, et donc du coup, ça nous donne en fait cette capacité, soit en fait de vendre du service à l'intérieur, vendre du service à l'extérieur, ou d'acheter du service en fait d'un partenaire externe. Ça offre en fait quand même beaucoup de possibilités d'interaction avec l'écosystème. Donc chez vous, puisque c'est plus, toi c'est un chantier qui va arriver, est-ce que tu as commencé à identifier en disant ça va toucher partout, ou il y a déjà des chantiers que vous avez lancés dans le cadre de cette nouvelle organisation autour de France Travail? Alors, c'est sûr que normalement, il y a des impacts un peu partout, hein, forcément. Je dirais que l'impact peut-être le plus fort, c'est au niveau de la donnée, parce que en fait, on va devoir coordonner tout un tas d'actions, d'initiatives, de partenaires. Donc voilà, autour de la donnée, on imagine quand même des fortes transformations, et aussi au niveau des services, parce qu'aujourd'hui, même si on a beaucoup de services à disposition, on les met le plus souvent à disposition pour nous. Donc il y a du jargon, de Pôle emploi peut-être à épurer, etc., quoi. Donc voilà, il y a des forts enjeux sur ces transformations-là. Autre question, parce nous sommes des architectes, donc on a connu le monde d'avant. Là, on est dans le monde du présent, dans le monde du futur. En quoi ça a changé nos pratiques d'architecture d'avoir des réflexions autour de cette entreprise plateforme ou organisation plateforme? Dorine, est-ce que tu as fait évoluer tes pratiques par rapport à ce nouvel enjeu d'intégrer un ensemble de communes, de faire un bien commun de votre système d'information? Ouais, tout à fait. Alors, ce qu'on a fait évoluer, nous, en termes de pratiques d'architecture, c'est notre cadre de référence, en fait. Ce qu'on appelle chez nous aujourd'hui un référentiel de règles, mais qui couvre pas que l'architecture SI, hein, qui peut aussi englober l'éco-conception, par exemple, tout ce qui est réglementaire,
RGPD, RGS, RG2A, etc. Enfin, on les appelle RG étoiles maintenant. Comme ça va plus vite. Donc et nos pratiques, du coup, c'est essayer de faciliter la vie de. Alors aujourd'hui, on a des chefs de projet, on commence à avoir des chefs produits, des product owners. Essayer de leur faciliter la vie. C'est-à-dire que pour eux, et pour nous, pour notre organisation, la plus grande difficulté et le plus gros impact de ces plateformes-là, c'est ça change la façon de concevoir le SI. Et c'est ça qu'on doit accompagner, nous, en tant qu'architecte d'entreprise, c'est de passer, parce qu'on était quand même on est toujours dans un mode plutôt buy et pas make, hein, c'est une question d'après, mais je prends un peu d'avance. Donc c'est changer leur façon de concevoir. Au lieu de prendre une solution, de l'acheter et de la poser dans le SI, ben non, on peut concevoir différemment avec des briques d'urbanisation du SI, avec des socles qui sont réutilisables, de la GED. Et donc par rapport à ce référentiel qu'on met en place d'architecture et de gouvernance globale, c'est par rapport à un projet qui décrirait, avec quelques questions, leur dire par rapport à ton projet là, que tu as décrit, c'est ces règles qui s'appliquent. Et on va te faciliter la vie pour poser ça sur les marchés publics, dire que c'est à telle règle qu'il faudra répondre. Et derrière, on va suivre comment on va être conforme sur ces règles en théorie, quand les entreprises auront répondu au marché public, et en pratique, quand on aura vraiment intégré dans notre SI. On sera conforme sur l'éco-conception, est-ce qu'on sera bien conforme sur les technologies, sur la partie UX, sur évidemment la sécurité qui est un très gros pavé. Donc voilà, on essaye, c'est ce qu'on est en train de construire pour accompagner différemment nos collègues chefs de projet principalement, mais aussi chefs de projet techniques. Essayer de tous les accompagner pour aller vers ce gain sur les plateformes. Mais ça s'accompagne forcément. Je profite. Un petit truc, Laurent. Ouais, je veux une petite question pour. On a un spécialiste GAF parmi nous. Alors, j'allais intervenir. Je sais, François. Alors, je n'allais pas me dénoncer parce que je ne suis pas spécialiste GAF. Je voulais justement, par rapport à ça, par rapport à une entreprise pas plateforme, une entreprise plateforme, en quoi les pratiques d'architecture, en quoi le cadre TOGAF, ou comment tu as vu ça, comment tu as perçu ça dans tes missions au sein de Leroy Merlin, puisque tu interviens pour nous, comment tu le vis et comment tu vois ces évolutions? En fait, on constate un changement de point de vue. Il y a quelques temps, quand on travaillait sur l'architecture métier, on travaillait par le biais des processus. Et on essayait de faire des beaux processus, d'optimiser des processus, de gagner par rapport au processus. Et un processus, c'est la façon dont on fait les choses, mais du point de vue de l'entreprise, d'un point de vue interne finalement. On cherche à gagner pour faire mieux, mais par rapport à la valeur que l'entreprise met dans le processus. Et aujourd'hui, on a un switch, on sort de l'entreprise et on doit regarder ce que l'entreprise produit comme valeur pour des acteurs externes, donc des fournisseurs, des partenaires, des clients. Et on s'intéresse plutôt à la valeur qui est produite. Et donc, c'est là que l'on parlait de chaîne de valeur. Et donc, on a vraiment ce switch qui est fait en disant je ne vais pas attaquer les processus, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est la valeur que les autres vont percevoir et capter par rapport à ce que moi, je peux faire. Et donc, ce que je sais faire aujourd'hui, on va parler de business capabilities. On va travailler sur les business capabilities. Comment les business capabilities peuvent mettre en place les chaînes de valeur. Et après, finalement, c'est toute cette partie architecture business qui est vraiment transformée par le point de vue, par le prisme de l'entreprise plateforme. Et le deuxième point, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est la partie data, sur l'architecture data. Et comme on va multiplier finalement les partenaires et les échanges de données, on est forcément obligé d'aller chercher de la normalisation, de la standardisation sur les formats de données. Donc, pour moi, c'est ces deux domaines-là qui sont fortement impactés par le prisme plateforme. Donc, l'architecture business, avec les chaînes de valeur, les business capabilities, et l'architecture des données, avec toute la partie interopérabilité, sans oublier, bien sûr, on l'a cité aussi tout à l'heure, la sécurité. Sylvain, tu avais un complément? Oui, merci François, tu en as dit pas mal, mais finalement, ça n'a pas changé les pratiques d'archi. Ça a monté un niveau d'exigence qu'on avait sur les choses qu'on analyse et compose. C'est-à-dire, finalement, on était plateforme en interne pour chaque service vis-à-vis d'un autre, chaque process vis-à-vis d'un autre. Donc, on avait déjà ce devoir d'avoir un niveau de service suffisant en termes de disponibilité,
un niveau d'expression de nos données suffisant pour que mon petit copain d'à côté, si moi je fais de l'offre et lui il fait du commerce, on se comprenne. Un niveau d'exigence sur la modularisation de nos process ou de nos business capabilities pour être capable de les interopérer et de faire du plug and play si on veut changer. Donc, finalement, en s'ouvrant à l'écosystème extérieur, et juste, du coup, l'apport de valeur, il est plus pour nous-mêmes, mais il est aussi pour les autres, bah, ça fait que élever le niveau d'exigence qu'on a sur ces choses-là, sur les datas qui doivent être standardisées, propres, clean, disponibles et toujours à jour, hein, et pas avec un Excel à côté pour récupérer le bordel qu'on a oublié. La modularisation, parce que c'est plus que notre vision process, c'est aussi comment le marché modularise son système pour que je puisse connecter le truc qui va bien d'Amazon ou le plugin qui va bien de Mappy pour retracer je sais pas quoi. Et sur nos contraintes digitales, parce que le taux de service que j'ai en interne, où je peux encore me démerder pour appeler un copain un dimanche à 21h parce que je sais que c'est lui qui fait le truc et qui me démerdera. Ouais, dans une vision plateforme, je me dois d'avoir des niveaux de service qui sont sur le haut niveau des standards du marché. Alors, pour enchaîner, comme Dorine avait fait déjà la transition sur le make or buy, c'est-à-dire effectivement pour pouvoir mettre en place ces nouveaux enjeux autour de la plateformatisation, on va dire. Donc c'est plutôt make ou plutôt buy pour pouvoir accélérer sur ce sujet-là? Tu avais déjà répondu, mais je te repasse le micro. Alors nous, c'est un peu les deux du coup, parce que comme une précédente session Archilocus, on fait du make, mais avec une solution low code, no code qu'on a acheté. Donc on est un peu entre les deux, mais je pense qu'on est en train de gagner en niveau de maturité et on va sans doute aller beaucoup plus sur du make que du buy. On ne pourra pas, pas sur tous les domaines. Il n'y aura aucun intérêt à recoder un SIRH, un SI financier, voilà, des choses qui sont très, très connues et très, très maîtrisées par d'autres fournisseurs. Donc, sur des services, par contre, aux usagers, des choses comme ça, des plateformes à destination des usagers, on aura intérêt à faire du make. Je dirais c'est pareil pour nous, un peu les deux. Je pense pas que l'approche plateforme change fondamentalement en fait aujourd'hui nos orientations. Par contre, on essaie de faire en sorte de prendre la meilleure solution qui se présente à nous. À Pôle emploi, on a souvent fait du build, du make, parce qu'en fait, on est un peu sur des trucs de niche, quoi. Voilà, donc il n'y a pas un éditeur à côté qui gère l'emploi, ou alors très très peu. Donc on a voilà, un historique vraiment de fabrication. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on s'oriente plutôt vers un assemblage de briques open source plutôt que faire de l'achat. Notamment, on a réalisé un catalogue d'API récemment, où voilà, c'est on va dire une multitude de briques open source qu'on a assemblées. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Et voilà, ça rivalise carrément avec d'autres éditeurs qui pourraient nous proposer des catalogues d'API. Alors, je sais que c'est ton dada, Long, le make or buy. Ouais, c'était un des premiers éléments en fait, que j'avais posé juste après mon arrivée chez Leroy Merlin. Donc, ouais, c'est un peu mon sujet. Après, il y a les règles et après, il y a les réalités en fait, du terrain. Nous, on avait dit, on fait du make que si c'est des fonctions. Après, on a tellement découpé des ABB en trop petits briques qui fait qu'en fait, il n'y a aucune solution de marché ne match parfaitement avec des ABB tels qu'on avait coupés. Et donc, du coup, on a construit énormément de choses en fait chez nous. Et donc, du coup, en fait, on se retrouve à coder en fait des solutions de messaging entre le client et nous, des solutions en fait qu'on peut trouver en fait sur le marché. Ça, c'était le premier phénomène. Et même sur du buy, en fait, vu qu'on n'a pas une culture du TCO, en fait, quand on souscrit à des solutions SaaS, on ne mesure pas l'explosion en fait en termes de coût de RAM derrière. C'est-à-dire, au début, on dit en fait peut-être il y a 10 utilisateurs. À la fin, si on retrouve avec 300, c'est plus le même business model. Et donc, du coup, on se retrouve aussi avec des coûts qui sont pas forcément maîtrisés en fait sur le buy. Donc, nous, j'ai envie de dire en fait, on fait un peu de tout. Il y a des cas où en fait on a fait le bon choix, d'autres où en fait on est en train justement en fait de réparer des erreurs.
Alors, on vient de m'indiquer que j'avais encore un faisceau de 5 minutes parce que tu sais, la liaison entre Lille et Bordeaux, là, c'est par satellite. Donc ça nous coûte cher. Donc pour conclure, est-ce que, alors là tout le monde va parler, est-ce que vous avez un conseil, une source d'inspiration, une réussite, un échec par rapport au sujet qu'on a abordé ce soir, juste pour que effectivement les différentes personnes qui participent puissent repartir avec quelque chose. François? Ouais, ben, je vais parler de TOGAF évidemment. La nouvelle version de TOGAF, le TOGAF 10, est sortie il y a un peu plus d'un an maintenant. Et ils ont énormément travaillé sur l'architecture business en complétant TOGAF avec des séries guides qui décrivent justement les capacités business, qui décrivent les chaînes de valeur et comment on peut finalement modéliser le business et rendre ça manipulable par les architectes. Voilà, ce serait ma source d'inspiration que je partage avec vous. Merci. Dorine? Ou tu peux faire appel à un ami? C'est bon. C'est bon. Moi, je vais faire un peu de pub pour une fois, pour Bordeaux Métropole. Une réussite on a ouvert un service hier qui s'appelle mesdémarches.bordeaux-métropole.fr, qui est le résultat d'un an et demi de travail, et qui est le portail de service de Bordeaux Métropole, sur lequel vous pouvez faire plein de démarches. Et c'est que le début de l'histoire en plus. Et puis, ça va être aussi déployé en marque blanche pour les communes qui le voudront. Et c'est le premier produit issu de la plateforme de service. Enfin, à destination des usagers, on va dire, en B2C, en notre business vers les citoyens. Voilà. Alors, pas ce soir à 22h, il y a une petite maintenance. Réussite ou inspiration? Inspiration, allez, comme j'ai entendu parler de TOGAF, et que je suis architecte d'entreprise quand même, et ben, j'ai lu un bouquin qui a été écrit par Kotouzeff, voilà, un PhD, donc un doctorant australien, et ça s'appelle The Practice, je ne sais pas si mon anglais est bon, of Enterprise Architecture, et du coup ça donne pas mal de fraîcheur, voilà, à l'architecture d'entreprise, et je pense que c'est assez intéressant justement sur l'architecture business, ça donne pas mal de nouveaux éléments, voilà, ça donne à réfléchir. On le rajoutera, je ne sais pas s'il est sur notre site Archilocus, on a une petite page nos meilleures recommandations, donc on le rajoutera. Sylvain, Long, un dernier mot? Oui, bah, du coup, en fait, moi, il y a un livre, en fait, que j'ai lu et qui m'a pas mal inspiré. C'est The Rocket Model for Digital Platforms. Donc, qui décrit, du coup, en fait, comment il est composé une vision architecture, en fait, dans les modèles de type Airbnb. Et Sylvain? Oui, pour compléter, c'est vraiment top. Et ce qui est assez, j'allais dire génial, mais stimulant en tout cas sur cette transformation en archi d'entreprise, c'est en se forçant à essayer de se changer de point de vue, comment on découvre des nouveaux métiers. Donc sur vraiment les couches métiers de l'archi d'entreprise, comment on peut structurer différemment nos fameuses capabilities et vraiment découvrir des nouvelles sources de profits, de revenus et ou de services à offrir à nos habitants ou nos partenaires au travers d'une réflexion qui est beaucoup plus ouverte sur la manière dont on conçoit à la fois nos business, nos process et nos solutions digitales. Okay. Process, organisation, digital et data. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Là, il y a plein de mains qui se lèvent. Enfin, presque. Je ne sais pas sur Lille, parce que bon, il se rapproche bien sûr il reste encore quelques bières. Mais je ne sais pas si vous avez des questions sur Lille pour profiter de tous nos participants. À Lille, il y a toujours de la bière. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours de la bière à Lille. Ah oui, mais parce que nous, on prend de l'avance à Bordeaux, c'est le décalage horaire. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions dans l'Assemblée. C'était tout clair, c'était super. Bah, merci alors. François, une question? Non, je disais, il n'y avait pas de questions ici. Il n'y avait pas de questions non plus. Bah, on a été vraiment très bon. Bah, je vous remercie, c'était génial. Je vous invite, on vous mettra les références effectivement des livres qui ont été cités ou des sources d'inspiration sur le site archilocus.tech.
Si vous avez envie de continuer les discussions, on a déjà créé un canal sur le Slack pour pouvoir qu'on puisse s'exprimer dessus. C'est une des volontés qu'on a eues il y a 1 an et demi quand on a créé Archilocus, c'est à la fois d'avoir ces événements en présentiel, à distance, et aussi de pouvoir discuter en asynchrone quand on fait du partage d'articles. À un moment, on dit tiens, on a vu ça, donc n'hésitez pas. Et puis, effectivement, sur l'éco-conception, s'il n'y a rien, on va s'y mettre. Merci beaucoup et à la prochaine fois pour la session 10. Merci à tous.